Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir Maria Cecilia d'Ercolé, co-auteur avec Julien Zurbach, sous la direction de Brigitte Le Guen, du livre Naissance de la Grèce de Minos à Solon, 3200 à 510 avant notre ère, paru chez Belin. Nous avons souhaité faire 2 émissions consacrées à cette naissance de la Grèce et nous évoquions la semaine dernière des Grèces puisqu'il y a plusieurs civilisations, plusieurs milieux. Il s'agissait de découvrir la semaine dernière ce qu'était cette Grèce archaïque, minoenne, mycénienne et je souhaitais compléter par une émission sur un moment extrêmement important de l'histoire de l'humanité, disons-le, la révolution archaïque au 8e siècle, ou comment Homère a dominé le monde. Maria Cecilia d'Ercolé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à nouveau à notre invitation. Vous êtes revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la Méditerranée antique, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous dirigez le Centre Anthropologie et Histoire des mondes antiques. Et donc, vous avez coédité ce livre, Naissance de la Grèce. Maria Cecilia, je me plonge dans le sujet et un sujet que vous connaissez bien parce que c'est votre spécialité. Vous y consacrez les chapitres 7 à 18, je crois, si mes souvenirs sont bons. Cette Grèce archaïque. Nicolas Coldstream, qui était un historien anglais, évoquait pour le milieu du 9e siècle un réveil. Or, vous utilisez le terme de révolution. Le terme de révolution, c'est un mot qui engage, puisqu'il y a véritablement un monde d'avant et un monde d'après. Alors, on sait par notre émission la semaine dernière qu'il y a eu un déclin du monde mycénien. Il y a une renaissance, véritablement, à cette époque, une nouvelle révolution, un nouveau commencement. Donc, merci de me permettre de revenir sur cette question. Alors, je dois tout de suite préciser que le mot renaissance, en fait, ça vient pas de moi. Je repris, en fait, en termes de l'historiographie et qui est peut-être un peu trop, qui est emphatique, comment dire, qui souligne un peu trop, qui marque un peu trop, si vous voulez, les discontinuités. Moi, je parlerais d'une éclosion, en fait. D'une éclosion. Voilà, c'est un monde effectivement qui, par plusieurs indices, montre un renouveau très très important et dans plusieurs domaines. Je crois que au 8e siècle, effectivement, on peut voir l'embryon, si vous voulez, le premier noyau de ce qui va devenir ensuite la police, la cité grecque. Moi, je la placerais vraiment au 8e siècle. Oui. Le début, avec certainement avec un écart d'ailleurs entre la forme, avec les documents matériels, en fait, la documentation matérielle de la cité, et l'idée de la cité, la forme mentale, j'oserais dire, de la cité. On pourra le voir mieux, mais autant on a peu de témoignages au 8e siècle qui puissent, encourager, ce sont des embryons, encore une fois, des formes d'agglomération d'habitat qu'on retrouve par-ci, par-là, et souvent pas dans les centres historiques de la Grèce, mais bien en dehors, par exemple dans les îles, à Zagora d'Andros, ou bien en Occident, à Mégara, à Ibléa, en Sicile. Mais en revanche,
dans les poèmes, dans ces poèmes homériques que vous citiez tout à l'heure, eh bien, on a des cités bien construites. On a les Troie avec ses beaux remparts. On a surtout l'image de Scérie, en fait, la cité des Phéaciens, qui est une véritable cité, en fait. Ouais. Donc, voilà, c'est un exemple, si vous voulez, de ce qui c'est d'abord de cette éclosion, on peut dire, du 8e siècle. Généralement, une éclosion ou une renaissance, même si, encore une fois, vous n'utilisez pas le terme, ou vous le reprenez en tous les cas, va de pair généralement avec une croissance de la population. On observe une croissance démographique. Alors, c'est l'un des constats qu'on a pu faire sur la base de la documentation archéologique pour ce 8e siècle. C'est effectivement et qui a été opposé peut-être de façon un peu trop radicale au déclin, c'est dit, des Dark Ages, donc des époques précédentes. Donc, même si les concepts sont souvent limités, redimensionnés, je crois que l'idée de croissance, le constat de la croissance est bien là, en fait. Et je vous disais, nos indicateurs sont partiels et sont notamment les nécropoles, d'ailleurs. Donc, il est paradoxal de reconstruire une expansion démographique à partir des cités des morts, mais c'est souvent la situation de l'archéologue. Ça, c'est pas nouveau. Après, effectivement, on peut introduire, comment dire, des corrections à ce genre de constat. C'est-à-dire que c'est la théorie, en fait, bien connue d'un historien archéologue anglais, Ian Morris, qui a remarqué que le fait de voir des sépultures ne correspond pas à la population réelle, parce que il faut considérer le droit à la sépulture formelle, qui n'est pas octroyé à tout le monde. C'est-à-dire, le nombre de sépultures qu'on retrouve ne correspond pas à la situation, ne peut pas être projeté tout court sur la population réelle. Ceci dit, au moins à partir de certains cas qui sont mieux connus, c'est-à-dire l'Attique et l'Argolide, on voit qu'il y a effectivement une expansion remarquable, en fait. Et ce qui me paraît important dans ce siècle, c'est qu'effectivement, on arrive peut-être dans l'histoire grecque à ce moment, enfin à ce moment de la civilisation grecque, on arrive à pouvoir soutenir cette croissance, au moins en partie. C'est-à-dire, une croissance peut aussi entraîner des crises, parce que évidemment, une surpopulation n'est pas toujours possible, enfin toujours peut être difficile à assurer. Mais dans ce cas, au 8e siècle, c'est peut-être l'une des clés d'explication de cette expansion, c'est aussi le fait que cette société arrive à avoir une croissance soutenable, en quelque sorte, entre guillemets. Aussi, peut-être, grâce au fait au départ qui sont faits justement à cette époque, en fait, de départ vers des terres lointaines et des installations outre-mer, donc qui permettent donc aussi d'élargir les horizons géographiques et culturels des mondes grecs. Alors, ce qui ressort de votre ouvrage, on l'a d'ailleurs déjà évoqué la semaine dernière, c'est que c'est un monde qui est mobile, ce n'est pas un monde statique, et c'est sur votre période, donc le 8e siècle, qu'apparaît peu à peu ce qu'on appellera le panhellénisme. Comment décrire ce panhellénisme naissant ? Disons que cette notion est certainement beaucoup plus, on va dire, moderne que et est tardive, en fait. Pour les Grecs, cette notion ne va pas de soi, hein. Donc la notion d'un ensemble grec, elle est peut-être qu'on peut l'avoir formulée précisément juste au moment des guerres médiques, en fait, peut-être pour la première fois comme opposition, et encore, parce que
guerres médiques pour nos auditeurs. Ah oui. Donc 490, donc au moment de la 5e siècle. 5e siècle, oui. C'est la. Donc ils sont effectivement en dehors de notre période, même si les signes, on peut dire avant-coureurs, sont déjà à la fin du 6e, à la toute fin du 6e. Mais de toute façon, ce qui est vrai, en fait, et comme vous le dites, ce qui s'est produit à ce moment et qui peut encourager cette notion d'une certaine conscience collective, on va dire, hein, même si le terme est un peu fort, mais c'est justement le fait de partir. Alors là, c'est une théorie qui, par exemple, rencontre les travaux de Hilliard Malkin. C'est un historien qui travaillait beaucoup sur les phénomènes de colonisation et qui souligne le fait que les Grecs, lorsqu'ils sont ailleurs, prennent une conscience de leur identité, unité, en fait, de cette appartenance en ensemble. Voilà. Et c'est comme cela qu'on a, par exemple, des Achéens qui s'installent en Italie du Sud, où là, on a une communauté de Grecs et on Pan-Hellénion, un Hellénion qui est fondé à Naucratis. C'est un temple fondé à Naucratis, qui se trouve à Naucratis, donc dans le delta égyptien. Donc, ces phénomènes d'éloignement peuvent avoir accentué ou aidé cette idée de cohérence. D'une cohérence qui sur place est beaucoup moins gagnée. Mais puis après, il y a la question des sanctuaires, peut-être. Alors justement, nous avons évoqué le fait religieux en le distinguant du fait politique la semaine passée. Est-ce que c'est toujours le cas? Ce qui me frappe dans votre ouvrage, c'est que vous expliquiez que la religion constitue un élément de ce que vous appelez de séparation des espaces. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, séparation des espaces, disons que dans la cité, l'une des possibilités, l'un des éléments qui constituent cette cité grecque, c'est le fait que l'espace du sacré est séparé de l'espace privé. Donc, on n'a plus cette fusion d'éléments qu'on voyait dans ces maisons de chefs qui pouvaient avoir à la fois des fonctions sacrées et politiques. Maintenant, le sacré a des bâtiments qui lui sont spécifiquement consacrés et qui sont les temples qui prennent comme effectivement une séparation du temporel et du spirituel. C'est un abus de langage que de plaquer cette division. Je pense que la spiritualité des Grecs, la religiosité des Grecs, je parlerai pas de spiritualité, oui. Mais la religion des Grecs, effectivement, est une vision, est très différente de la nôtre. Moi, je crois que nous avons effectivement une difficulté à penser en polythéiste. C'est un peu ce que je disais aussi à la suite d'études évidemment qui ont été faites dans l'histoire dans l'anthropologie religieuse en fait des Grecs, et donc il n'y a pas non plus cette vision par exemple du temporel, du matériel, d'un matériel ici et d'un temporel au-delà. Non, c'est autant les divinités sont partout, encore une fois, sont immanentes dans un sens, et dans un autre sens, l'au-delà n'a pas beaucoup non, c'est pas une condition attrayante pour les Grecs. En fait, ça c'est. Ouais. Alors, nous évoquions avant de venir à la question d'Homère, peut-être une dernière question à la fois liée au monde religieux et au monde panhellénique. Évoquer le panhellénisme, c'est faire directement allusion ce qu'on appellera plus tard les Jeux Olympiques. Vous évoquez, vous, les concours. On sait
à peu près de quand datent les premiers concours, quelle était leur nature, et si c'était des événements religieux tous les 4 ans maintenant, on voit une sorte de cérémonie à Olympie où on voit des personnes habillées de blanc qui allument comme ça la flamme olympique. Ça date de cette époque ou c'est beaucoup plus tardif? Alors, c'est la date traditionnelle, c'est 776. Elle est contestée en fait. Effectivement, c'est une date qui est assez tardive. Alors, le fait qu'elle soit contestée n'est pas sans impact en fait avec les chronologies postérieures parce qu'elle se fonde finalement sur les concours olympiques. Alors c'est vrai que disons que probablement c'est pendant le 8e siècle et pendant la première moitié qu'on commence à voir ces compétitions, ces agones en fait. Ce sont des compétitions. Ça s'appelle des agones. Oui, c'est ça. Ouais. C'est des agones. Alors c'est vrai que sur ces questions, effectivement, Brigitte Le Guen est une grande spécialiste et elle insiste beaucoup sur la question de des agones qui ne sont pas des jeux, qui n'ont pas le caractère léger en fait des jeux, parce que ce sont des vraies compétitions dans lesquelles, à la limite, et d'ailleurs le récit fondateur des jeux des concours en fait d'Olympie, donc on peut perdre la vie, hein, donc c'est vrai que c'est pour ça que le terme de jeu, en fait, on ne doit pas utiliser le terme de jeu. Vous n'aimez pas beaucoup le terme de jeu, mais plutôt de concours. C'est vrai qu'il est il est rentré dans la terminologie courante en fait. Ça c'est donc ce sont des cérémonies quand même rituelles régulières qui forment un réseau vraiment, qui permettent d'établir un réseau entre différentes cités, communautés qui imposent des rythmes. On sait qu'il y avait des trêves qui étaient officielles en fait pendant ces concours olympiques et aussi dans les autres. Donc avec toute une cérémonie, des cérémonies qui étaient les ambassadeurs, des ambassadeurs des héros qui allaient annoncer la tenue des Jeux. Bien entendu, ces trêves n'étaient pas respectées souvent, mais je veux dire, il y a tout un réseau qui s'instaure et qui permet de relier des cités, d'accentuer aussi la compétition entre les cités et les individus, bien entendu, d'étaler les puissances de certaines, par exemple les tyrans qui participent au jeu, qui font participer leurs chars au jeu, les tyrans de Sicile, par exemple, qui se font connaître à Delphes ou ailleurs, voilà. Donc alors venons-en, si vous le voulez bien, Maria Cecilia, à la poésie. Et alors sans tomber dans le romantisme, il y a quand même quelque chose de grand dans le fait de savoir que notre connaissance de ce monde dépend d'une littérature poétique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la connaissance des cités, on utilise Homère, on est là à la fois à la frontière en quelque sorte du mythe et de l'histoire que nous évoquions la semaine dernière. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est une grande question. Qu'est-ce qu'il y a de vrai en Homère? Alors, il y a des spécialistes qui vous diront rien. En fait, Homère est c'est l'invention pure, c'est l'invention, la littérature, c'est la pure invention poétique et très bien réussie, bien entendu. c'est incontestablement. Moi, je l'ai regardé plutôt avec, je suis pas la seule évidemment, avec une optique plutôt d'historienne qui, quand même, pense que même s'il y a de l'invention, mais elle se fonde quand même, elle élabore. Homère, ceux qui ont composé les poèmes homériques ne pensent certainement pas d'écrire un récit d'histoire, mais ils s'appuient quand même sur des pratiques connues, sur des objets connus.
parce qu'il parle quand même en auditoire, ce n'est pas non plus une invention totale et radicale. Quand Donc, on parle à un auditoire, il faut que cet auditoire perçoive tout simplement les nuances et comprenne tout simplement l'histoire qui lui est racontée. Absolument, c'est l'idée. Donc, alors après, c'est vrai que dans ces récits, vous avez vraiment des stratifications. Donc des strates, des objets qui sont finalement déjà des antiquités à l'époque. Donc ces casques en défense de sangliers, oui bien sûr, on les a retrouvés dans les tombes mycéniennes. D'ailleurs, ils existent vraiment, mais ils sont complètement hors. Ils sont dehors de la période. Utilisés dans la période. Au 8e siècle, oui. Voilà. Donc, alors, là, une précision qui s'impose un peu. Je me suis tenue à une chronologie qui est la chronologie un peu majoritaire pour les poèmes homériques, c'est-à-dire le 8e siècle pour le noyau des poèmes homériques pour le 8e siècle. C'est une chronologie qui est largement partagée, mais qui n'est pas la seule. C'est-à-dire, il y a eu, voilà, c'est une. Faut savoir que déjà dans l'Antiquité, il y avait des incertitudes très grandes sur la date, sur la chronologie de Homère. Toujours, donc qui allait de 1200 avant jusqu'à 700 voire au 5e siècle. Donc effectivement il y a des écarts énormes. Je crois que la chronologie qui est celle proposée aussi par Finlay dans le monde d'Ulysse, qui est un grand classique en fait un peu dans la question, c'est-à-dire composition des poèmes, l'Iliade d'abord et l'Odyssée à la deuxième moitié du 8e, au tout début du 7e pour l'Odyssée. Mais, je pense que c'est une chronologie acceptable, logique, mais sous condition de penser que ce sont des poèmes stratifiés. C'est-à-dire dans lesquels il y a des strates vraiment qui se superposent et des objets qui sont désormais des reliques du passé, en fait. Mais alors, c'était un texte écrit, c'était un texte appris par cœur, c'était un texte déclamé devant un public. Eh ben, c'était tout cela à la fois. Quand il a été créé, il a été créé en plusieurs parties. Alors, disons que l'idée majoritaire est qu'il s'agit d'une série d'épopées chantées par des rhapsodes, avec un processus de création qui est très lié à la performance orale, récitative orale. C'est un chant. Ce n'est pas en soi un poème récité, c'est un chant. Voilà, c'est chanté. Oui. Et si vous voulez, ce personnage, le personnage du rhapsode avec la lyre, vous le retrouvez à partir de l'époque minoenne. En fait, c'est un personnage qu'on retrouve dans les toutes premières représentations. Vous voyez, dans le monde. Voilà. Donc, et on le retrouve évidemment dans le poème d'Homère lui-même, en fait. Donc, c'est comme s'il y avait une haute représentation du rhapsode. Maintenant, ce qui reste toujours étonnant, c'est la grande perfection de ces poèmes qui ont une structure qui se tient parfaitement d'un bout à l'autre, qui a une composition, on l'a montré récemment pour l'Iliade, par exemple, une sorte de composition en anneau dans laquelle on revient, ring composition disent les Allemands. Donc c'est ce qu'il a étudié récemment Judet de Lacombe, Pierre Judet de Lacombe. Donc il y a quand même une perfection, enfin comment dire, une construction tellement solide en fait de ces poèmes malgré leur la quantité de vers donc qui se tient d'un bout à l'autre, qui reste quand même assez, qui nous interpelle, je crois. En fait. L'Iliade, dites-vous, est un ensemble parfaitement achevé, construit et maîtrisé. Il y a une question importante, Maria Cecilia, c'est est-ce que Homère a vraiment existé ? Est-ce que c'est un auteur comme on le conçoit aujourd'hui ? Vous êtes auteur de ce livre avec Julien Zourbach sous la direction de Bénédicte Le Guen, de Brigitte Le Guen.
Homère, et c'est un auteur à part entière? Alors, c'est l'autre grande question que les anciens se posent eux-mêmes. C'est un nom qui s'affirme probablement déjà déjà à l'époque archaïque, même selon les recherches récentes. Déjà, Hésiode pourrait citer, grâce à un verbe, homéreusai, pourrait citer Homère. Mais, en fait, est-ce qu'il est une personne? Alors, Hésiode, il parle de soi. Il dit, voilà, je suis né à Cumée, puis je suis allé à Ascra, que je n'aime pas, etc. Homère, jamais. Il parle jamais de soi. Peut-être, il se projette dans ces rhapsodes dont je vous parlais, enfin, mais tout de même, il a une personnalité, au moins littéraire, qui existe déjà et qui est acceptée, je veux dire, depuis l'époque archaïque. Alors, et avec un cercle de rhapsodes qui s'inspirent d'Homère, les Homérides, qui s'inspirent de son. Alors, la conclusion, vous voyez, par exemple, récente de Judée de Lacombe, est que il y a une personnalité, c'est le personnage Homère qui vit. En fait, c'est pas l'homme Homère, mais c'est le personnage en tant qu'auteur et en tant que garant de cette unité de ces créations. Est-ce qu'il a existé après? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est vraiment, là, on disait la semaine dernière, vous savez, il y a des moments, il y a des questions face auxquelles on peut pas répondre. En fait, et je pense que là, on est vraiment dans cette zone d'ombre. Est-ce qu'on peut parler pour le 8e siècle de société homérique? Ah, voilà, c'est encore une grande question qui est liée. J'ai bien conscience que je vous pose des questions extrêmement difficiles. À celle que je vous disais, à cette vision. Alors, est-ce que Homère raconte effectivement une société qui existe ou pas? C'est une société certainement stratifiée. Je crois que qu'il y a certains éléments qu'on peut rattacher à ce qui se produit dans la société réelle au 8e siècle. Par exemple, les assemblées. On a les assemblées, enfin, l'aspect politique. Alors, chez Homère, donc, il y a des chefs, il y a des basileis, ils les appellent, donc, rois. Mais attention, ce ne sont pas les grands rois, c'est plus le grand roi mycénien, le Vanax. Non, ces rois, il y en a beaucoup. Et Agamemnon est le plus roi. Il dit le plus roi. Le plus grand des rois. Le plus, voilà. Il dit vraiment Basileutatos. C'est comme si c'était le plus roi. Mais enfin, c'est le plus grand, c'est ça qu'il vous dit. Mais après, il y a une assemblée qui se déroule dans un sens vraiment politique. Il y a tous les laoi, le peuple qui est l'armée dans ce cas, qui assistent, qui éventuellement ils peuvent faire un peu de bruit, mais qui ne parlent jamais. Ils ne peuvent pas parler. Les autres basileis qui eux ils parlent, et tout cela concerne des questions de répartition du butin. Geras, en fait, la partie du butin qui doit être attribuée à chacun. Alors là, c'est vrai qu'on peut voir des actes fondateurs d'une communauté politique. Parce que c'est comme ça, qu'on décide. Donc, on pense à Clovis et au partage, le vase de Soissons, etc. C'est la fondation. Exactement. C'est-à-dire, c'est la fondation, effectivement, d'une communauté politique dans laquelle on a des chefs et des chefs qui s'imposent sur les autres, auxquels revient une partie plus importante. Donc, ce différent, si vous voulez, à l'apparence banale, en fait, toute l'Iliade naît d'une question d'une esclave qui a été prise à Achille par Agamemnon, qui lui-même, il a dû donner son esclave parce que sinon, la peste ne s'arrêtait pas. Voilà, apparemment, c'est quelque chose de très banal. Eh ben non, c'est vraiment une question éminemment politique et qu'on peut penser effectivement à la base d'une communauté politique qui en même temps réellement se construit
dans les cités grecques, encore un embryon, encore une fois, mais qui se construisent à ce moment-là. Vous dites Homère et Hésiode sont témoins du monde de l'oikos. Oikos qui a donné oikoumène, je crois, hein, c'est bien cela, l'assemblée. Alors, oikos, effectivement, c'est un concept très très large. Donc à la base, c'est la maison, puis c'est la maisonnée, la maison élargie, parce que dans l'oikos, il y a non seulement la famille, le noyau familial restreint, mais il y a aussi les esclaves qui résident dans la famille. Il y a aussi le patrimoine de l'oikos, ça fait partie en fait. Donc c'est un concept très élargi. Alors l'oikoumène, c'est l'espace habité. C'est un concept qui c'est donc ce qui est oikoumène dans le sens de la maison, enfin comme si c'était effectivement la maison est habitée, donc c'est l'espace habité. C'est un concept d'habitation qui est élargi cette fois-ci à l'espace géographique. Est-ce que ce qui est connu? Voilà, c'est un peu l'oikoumène, c'est l'espace connu, absolument. Et après, il y a une autre, vous l'imaginez bien, il y a un autre terme qui vient de là, c'est le terme économie, bien entendu. C'est oikonomie, ce sont les règles de gestion de l'oikos et donc de gouvernement de l'oikos. Donc, c'est pas du tout notre économie, mais c'est une forme de gestion des ressources et de bonne utilisation des ressources. Donc, mais ça viendra plus tard. Hein. C'est pas dans notre. C'est plutôt au IVe siècle qu'on a même ces traités économiques en fait qui sont consacrés à cette question. Et, ce qui est absolument fascinant, c'est de voir que il y a une sorte de postérité de l'œuvre homérique très rapidement et qu'elle marque les sociétés. Complètement. C'est tout à fait vrai. Et c'est-à-dire, d'une part, parce que, vous voyez, Homère, nous l'avons peut-être comme témoin qui a survécu de toute une série d'épopées que nous avons perdues. Donc, on le sait, il y avait toute une série les nostoi, tous les récits du retour des héros. Donc, Homère avait déjà, enfin, les poèmes homériques avaient déjà un tissu. Ils s'appuient sur un tissu, ils en sont issus. Et ils ont une postérité qui est immédiate, en fait. Je vous disais, ces Homérides, en fait, se réclament bientôt de Homère, comme il y aura les Asclépiades qui se réclament d'Asclépios, qui sont donc de l'art médical. Là, les Homérides sont presque ceux qui gardent, en fait, les gardiens, comment dire, de cet art homérique. Et Homère est cité déjà par Hésiode. Et c'est vrai, il est reconnu effectivement très tôt. Et dans ce sens, quand on revient à votre question, est-ce qu'il a vraiment existé? On ne sait pas. Mais il a été tout de suite reconnu. C'est-à-dire, juste après, la postérité le reconnaît comme auteur. Voilà. Même s'ils étaient plusieurs auteurs. Mais voilà. Mais est-ce que, au fond, connaître l'œuvre homérique était en quelque sorte être comme un savant, ce qu'on appellerait un savant aujourd'hui? Eh bien, c'était une marque de culture, tout court. Enfin, les jeunes Grecs apprenaient par cœur, en fait, les poèmes homériques. C'est au IVe siècle, il y avait des Athéniens qui étaient en mesure de réciter en entier, en fait, ces poèmes. De toute façon, on apprenait à écrire. Il y a, parmi les documents que nous avons présentés, c'est cet ostracon, donc un tesson, qui est actuellement au Metropolitan Museum, où on voit qu'une main a tracé plusieurs fois un vers, en fait, d'un poème homérique. Donc, on apprend à écrire aussi en répétant, en réécrivant les poèmes d'Homère. Donc,
évidemment, c'est une marque de culture, de civilisation et qui est citée. Ça fait partie aussi du bagage culturel des Grecs raffinés, mais pas seulement, parce que les mythes et ces images sont exportées sous forme d'images. Les poèmes homériques sont racontés, sont exportés, on peut dire, en Occident, dans plusieurs, que l'on pense, par exemple, un vase extraordinaire, le vase François, qui date de 570-560, qui a été trouvé en Étrurie. Il est dit vase François du nom de mais il comporte 200 personnages, tous autour dont plusieurs sont issus en fait de l'imaginaire homérique. Il y a les noces de Pélée et de Thétis, donc les parents d'Achille, et tout se déroule autour de plusieurs épisodes des poèmes homériques, notamment de l'Iliade, sont représentés dans ce vase destiné à un prince ou dans un personnage de rang étrusque. Platon a une très belle expression. Il dit d'Homère qu'il est l'instituteur de la Grèce. Cette postérité, la grandeur de cette œuvre vient du fait qu'elle véhicule, on va dire, des valeurs universelles, la convoitise, l'affrontement, mais aussi l'amour, le courage, la fraternité au sens propre. Si vous voulez, oui, et aussi en partie non, parce que en fait la vision d'Homère des dieux homériques, en fait ça a été quand même contesté par la suite. Ça paraît un peu capricieux, un peu trop, ne pas répondre à cette idée, par exemple de justice, en fait de distance, en fait par rapport aux questions humaines qui sont. Mais ce qui est vrai et qui est toujours considéré comme même lorsqu'on s'éloigne en fait des valeurs qui sont présentées dans ces poèmes, il faut dire que ces personnalités de l'épopée sont aussi en quelque sorte se posent un maître. Ça c'est plutôt vrai pour Hésiode, mais pour Homère aussi. Ils expliquent tout. Ils doivent tout expliquer. Pensez des passages extrêmement techniques de l'Iliade et encore plus de l'Odyssée. Quand, par exemple, Ulysse explique, en fait, construit son radeau quand il part, abandonne la Calypso. Et ben, il construit un radeau et ce passage, c'est encore maintenant confronté avec les bateaux cousus, les bateaux assemblés. En fait, c'est vraiment une pièce qui donne vraiment des informations qui sont toujours valables. Oui. Et lorsque, par exemple, dans la scène lorsque Pénélope veut mettre à la preuve donc l'identité de cet inconnu qui est arrivé à Ithaque, comprendre si c'est vraiment son mari, elle lui pose une question sur son lit et sur le lit nuptial et Ulysse explique de façon extrêmement précise comment il a construit. Donc il y a une forme aussi de transmission de savoir technique et de savoir en général, c'est-à-dire que ce sont non seulement il y a pas seulement une recherche formelle, mais il y a vraiment il se pose aussi on allait dire, si vous voulez citer Marcel Détienne, maître de vérité, c'est-à-dire ils transmettent des contenus, des connaissances aussi. Voilà, des connaissances plutôt. Eh bien, c'est sur ce terme de maître de vérité que je trouve absolument magnifique que nous allons laisser nos auditeurs donc pour qualifier l'œuvre homérique.
naissance de la Grèce, de Minos à Solon, 3200 à 510 avant notre ère, dirigé par Brigitte Le Guen, donc avec Maria Cecilia d'Ercole et Julien Zourbach. Merci beaucoup, Maria Cecilia, d'être venue. Bravo pour votre français, vous êtes italienne et vous avez réussi à l'exploit d'exprimer ce monde complexe avec notre langue et je vous en remercie. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.